Madame, Messieurs, bonsoir, bon début de semaine. Le débrief de l'actu reprend droit de cité ce lundi 6 janvier 2025. Oui, vous l'avez remarqué, la voix un peu enrouée en raison du climat sec qu'il fait sur Yaoundé, mais également sur les autres villes du Cameroun. En ce moment, c'est chacun qui se balade un peu avec ses petites potions magiques, sa boîte de menthol, il faut boire chaud, etc. Des petites potions qui nous permettent tant bien que mal de maintenir la santé face aux bobos de saison. Nous le disions, le débrief de l'actu qui est des vôtres ce soir avec une nouvelle thématique. Année électorale 2025 s'ouvre sous de bons auspices, on l'espère en tout cas, et en prélude à la tenue d'élections a priori couplées, présidentielles et régionales camerounaises. La presse s'interroge, la presse qui se met en orbite avant cette période jugée sensible. On sait qu'en cette période d'élection, les médias sont très sollicités pour raconter, informer, divertir, sensibiliser. Les médias seront donc au cœur de l'action, mais question, sont-ils parés pour relever le défi avant, pendant et après les périodes électorales qui se profilent à l'horizon? On a plusieurs questions, mais alors plusieurs. Ces défis qui s'articulent autour de l'information, la qualité de l'information à servir aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs ou encore aux internautes, selon qu'on se situe dans le cadre des médias traditionnels ou alors des nouveaux médias. Énormément de questions, la question du digital, de l'intelligence artificielle au cœur de cette présidentielle qui se profile au mois d'octobre prochain. Pour en parler, une belle brochette de journalistes qu'on s'en va présenter juste derrière ceci. Médias, quelle couverture électorale pour les échéances de 2025? Le panel d'experts convoqué ce soir, nous en allons vous le décliner. Il s'agit d'abord de Jean-Passion Tchala, journaliste chevronné dont la réputation dépasse aujourd'hui les frontières du Cameroun. Il est directeur général de Royal FM, entre autres casquettes. On va se limiter à cela. Bonsoir et bienvenue Jean-Passion. Bonsoir Janice, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, bonsoir aux autres invités, c'est un plaisir. C'est vrai que la présentation elle est costaude. Hein, mais pas du tout, je n'ai même pas égrené le quart de votre je CV. Je préfère vous arrêter à ce niveau. Merci Jean-Passion. On a envie tout de go de demander des nouvelles des patientes, des anciennes patientes retenues à l'hôpital gynéco de Yaoundé. On a tous suivi la controverse et on se permet, on vous a vu voilà, sur quelques clichés et on a envie de demander comment... Bon, c'est vrai que depuis cet événement, je n'ai pas pris la parole sur l'espace public pour des raisons évidentes. Je suis directeur de la communication du groupe Renapro Finance SA, donc porte-parole du PCA de Renapro Finance SA, qui est le grand pasteur Bissa Emmanuel. Tout ce que je peux dire, c'est que il a posé un acte, parce que c'est pas moi, il a posé un acte de générosité comme il le fait tout le temps. C'est pas nouveau du tout. Et c'était de façon délibérée, sans l'intention d'avoir un choc politique avec quoi que ce soit. D'ailleurs, la politique politicienne n'est pas sa tasse de thé, rien à voir. C'est un opérateur économique très puissant, c'est un pasteur qui, dans sa logique, sa vision des choses, c'est qu'il faut mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Donc, ayant suivi Canal 2, parmi les médias qu'il a pu suivre, il a constaté qu'il y avait des dames qui étaient en difficulté et il s'est dit, comme d'habitude, je peux apporter du mien, aider ceux qui souffrent. Et il a fait, simplement. Mais il s'avère qu'au même moment, le ministre de la Santé publique est en train de présider une cérémonie d'installation du nouveau patron de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Et bon, on nous a trouvé avec les dames. Ce qui s'est passé après, vraiment, on n'en est pas responsable du tout. Hein, mais nous, on a réalisé ce qu'il fallait réaliser, c'est-à-dire que ces dames recouvrent la liberté, parce que j'utilise le thème liberté parce qu'en réalité, tout le monde dit qu'elles sont en prison, mais je mets ça entre guillemets, elles n'ont pas pu payer leurs factures, c'est triste. Ça devrait plutôt interpeller toute la société camerounaise, les familles, comment on en arrive là.
Voilà la vraie préoccupation. Et nous s'intéresser à vous avez libéré et le ministre aurait récupéré. Oui. Non, 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 non. Ça ne nous intéresse pas du tout. Oui. Le problème, c'est que les familles trouvent des solutions. Et nous, avec la logique de solidarité africaine, trouver des solutions pour que les nôtres n'aillent plus croupir dans les hôpitaux parce qu'ils n'ayant pas pu payer une facture de 10 000, de 50 000 et rester là-bas 3 mois. Il y en avait qui ont fait 3 mois, 4 mois à l'hôpital. Ce n'est pas normal. C'est à dénoncer, mais nous sommes tous responsables de cette situation. La société camerounaise a trouvé les voies et moyens pour que l'être humain retrouve toute sa dignité. Très bien. Et nous comptons justement sur cette conjonction d'intervention, cette conjonction d'action-là pour venir en aide aux couches vulnérables. Second intervenant participant aux joutes oratoires de ce soir, il s'appelle Timothée Essomba Abena. On le voit sur de nombreux plateaux ces jours, indifféremment de la chaîne de télévision ou du média tout simplement. Il est à la tête d'une entreprise de presse également, directeur de publication de la République Presse. Comment se porte votre journal? Bonsoir Timothée. Il est résilient comme le Cameroun. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants. C'est un plaisir d'être là ce soir. Alors, ligne éditoriale de votre... On va profiter de cette tribune pour vous faire un peu de pub, puisqu'on fait une introspection au cœur des médias en préparation aux élections qui arrivent. Oui, la République Presse, le groupe La République Presse, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias qui l'accompagnent, a pour ligne éditoriale phare la promotion des institutions publiques et de ceux qui les incarnent. Maintenant, le mot promotion ici ne signifie pas propagande. Il est juste question de montrer à la face des Camerounais ce qui se fait de bien dans le cadre des institutions publiques et aussi de dénoncer ce qui se fait de mal. Ah, donc on n'est pas en face de Cameroun Tribune bis? Non, non, pas du tout. On n'est pas en face de Cameroun Tribune bis. Le chef de l'État lui-même a reconnu lors du sommet de la CEMAC et récemment dans son message à la nation qu'il y a des mesures qui ont été prises et donc les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Alors, je ne peux pas être plus royaliste que le roi en venant dire que tout va bien tous les jours, alors que la factualité nous demande que parfois ça ne va pas bien et que ceux qui nous gouvernent ont aussi souvent besoin de savoir que les décisions qui ont été prises ne sont pas les meilleures. Ils n'ont pas la science infuse. Les accompagner, c'est aussi leur dire ici, ça ne va pas. Merci. Et le troisième protagoniste se nomme Hervé Tiwa. C'est un expert en communication digitale. Il est également universitaire, enseignant. Il a récemment soutenu sa thèse de doctorat sur la thématique presse écrite, management médiatique et construction de la précarité des journalistes au travail. Une analyse socio-économique des entreprises de presse à capitaux privés au Cameroun. Mais c'est surtout l'aspect digital qui sera mis en avant ici aujourd'hui, même si dans ce sujet de thèse-là, on voit des éléments de langage qui pourraient permettre de cerner la thématique de ce soir. Bonsoir et bienvenue Hervé Tiwa. Bonsoir Janice, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau de Canal 2, ça faisait longtemps. Ouais. Mais avant de poursuivre, je voudrais corriger quelque chose. C'est vrai qu'il y a une abondante publication, reprise de l'annonce de la soutenance de ma thèse, mais je voudrais vous dire que ça a été reporté. Ah. Ça a été reporté. Nous attendons que les autorités compétentes puissent nous proposer d'autres dates. On a reporté, il n'y avait pas de problème particulier. C'était simplement que pendant les congés, il n'y avait pas assez de moyens. En fait, on n'était pas sûr qu'on pouvait mobiliser tous les moyens adéquats pour assurer cette soutenance dans de très bonnes conditions. Et donc, on a repoussé. Donc, c'est partie remise. C'est partie remise, en tout cas, sous votre casquette d'enseignant et d'expert en communication digitale. Vous devriez pouvoir apporter de l'eau à notre moulin. Sans transition, on rentre dans le vif du débat avec vous, Jean Passion Tsala. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment les entreprises de presse se préparent à affronter les élections de 2025 et 2026. En octobre déjà, on aura la présidentielle. Est-ce que les médias camerounais, selon vous, sont préparés à y faire face? Je parlerai d'abord de Royal FM. D'accord. C'est clair. Le diptyque que nous mettons en avant pour cette année 2025, c'est sagesse et pondération. C'est-à-dire que c'est un message éditorial du PCA qui demande à tous les collaborateurs, collègues qui sont avec moi,
beaucoup de sagesse dans le traitement de l'information et de pondération dans la diffusion de ces informations-là. Ça devrait peut-être aider aussi tout le monde, hein, tous les autres confrères dans leur rédaction, à savoir que le Cameroun nous appartient tous. Et il n'est pas question aujourd'hui de mettre le feu à la baraque. Parce que ce que nous oublions souvent, c'est que pour nous en radio, c'est la voix, d'accord, c'est la parole. Les confrères en télé, c'est la parole et le visuel qu'on a. En presse écrite, il y a la plume. Alors, ce sont des armes très puissantes et très dangereuses. Mais il faut savoir les utiliser. C'est là où se trouve tout le problème. Alors, pour les utiliser, dans un contexte actuel qui est façonné par un ensemble de menaces, je peux énumérer quelques menaces. La première menace, c'est la désinformation. Hervé Tiwa vous a dit tout à l'heure que on a annoncé qu'il a soutenu, pourtant il n'a pas soutenu. Heureusement qu'aujourd'hui, il vient, il dit « je corrige » ou alors « j'informe ». Parce qu'il peut aussi avoir un déficit d'information, une absence d'information. Alors il faut une surabondance de fausses informations. Et dans ces menaces, il y a donc la désinformation aussi qui existe et la mésinformation qui sont là, qui sont un problème. L'autre menace que je voudrais citer, c'est la précarité. Je crois qu'également dans ses travaux, il y a cela qui ressort. Mais je souhaite qu'il ne parle pas uniquement de la précarité au niveau de la presse à capitaux privés, mais qu'il englobe toute la presse camerounaise. Vous savez, même à capitaux publics. Parce que sur le terrain, vous allez voir qu'il y a des reporters, des médias dits d'État qui eux-mêmes aussi roulent de la même manière que ceux de la presse dite à capitaux privés. Pourtant, donc, on a l'impression qu'ils sont... Merci. On a l'impression. Ça veut dire que sur le plan holistique au Cameroun, on n'a pas encore vraiment donné à la presse, dans un contexte de démocratie, son véritable pouvoir. Et qui dit pouvoir, dit un accompagnement également. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les subventions ou l'aide à la presse privée, mais c'est tout un confort, un environnement qui permet une certaine viabilité de la presse, des entreprises de presse. Donc ça passe par la création d'entreprises en elles-mêmes. Est-ce que ce sont des entreprises de presse qui sont là? Est-ce que ce sont des médias qui connaissent même leur vocation? Est-ce que ce sont des médias qui savent qu'en réalité, leur rôle, c'est de l'influence beaucoup plus que de faire du commerce? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. On a un patronat qui, par exemple, peut-être à 80%, ne sait pas exactement à quoi sert l'outil pour lequel ils se sont engagés, ou bien il s'est engagé. Il y a des patrons qui, oui, je vais ouvrir une radio, comme on dit vulgairement, et ils vous posent la question de savoir, est-ce que ça produit de l'argent? Alors, si quelqu'un vous pose déjà cette question, en voulant ouvrir une chaîne de télévision, une chaîne de radio, c'est un danger. Il fait partie des menaces que j'ai citées. Mais c'est des opérateurs économiques aussi à la base, ils ont besoin de... Qui doivent comprendre que le média n'est pas comme une entreprise normal, utiliser normal entre guillemets évidemment. Outil d'influence. C'est un outil d'influence, beaucoup plus qu'une épicerie. Si vous considérez le média comme une épicerie qui va vous apporter de l'argent, alors la présidentielle 2025 va vous servir justement de grenier. Vous voyez un peu. Et là, vous allez défier tout ce qu'il y a comme éthique et déontologie pour imposer un fonctionnement mercantile et mercantiliste à vos journalistes, si jamais vous en avez. Maintenant, je termine par là pour ne pas de long. La formation, c'est bien comme Hervé là. La formation. Combien d'entre nous dans les rédactions sont formés, d'abord à être journaliste, formés à pouvoir couvrir une élection, qu'elle soit locale ou présidentielle, ou je ne sais pas, internationale. Combien sont formés? Il y a des ONG, il y a des ambassades et autres qui font des efforts pour qu'il y ait des formations. Il y a des syndicats qui se battent comme tant bien que mal, mais globalement, il n'y a pas une formation de base. Et vous avez la logique de la débrouillardise dans les rédactions. Parce que l'élection est là, avant, pendant et après, et parce qu'on a une ressource humaine qu'on a décidé d'employer au gré de certaines imaginations qui ne correspondent même pas à la gestion des ressources humaines, vous voyez un peu, vous jetez sur le terrain cette équipe qui ne maîtrise pas les rouages, qui ne sait même pas à quoi sert l'élection en question. Ça a l'air un peu dur, mais ce sont les réalités. Et je ne dis pas que le paysage est complètement noir. Non, il y a des médias qui font un excellent travail. Il y a de très bons journalistes au Cameroun qui également répondent à ces aspirations-là, qui sont correctes. Mais je crois que vous voulez aujourd'hui qu'on touche du doigt la plaie, pour qu'elle ne soit pas purulente et qu'il y ait plus, qu'elle ne soit pas une gangrène à la fin. Donc voilà les points, les menaces qu'il faudrait inverser. La formation, plus de formation, même en entreprise, dont les patrons donnent les moyens à leur personnel de pouvoir se recycler de temps à autre. C'est capital, c'est important. Et ça doit se faire chaque année, pas pendant l'année électorale, mais ça se prépare.
tout se prépare. Donc il faut anticiper sur tous ces enjeux-là. Timothée Abenaye Somba, quel état des lieux est-ce que vous faites de la préparation des médias à cette présidentielle qui arrive là? Nous sommes dans la période avant et donc les rédactions foisonnent de sujets relatifs. Cette année, on devrait observer justement des sujets à caractère politique qui doublent ou qui triplent dans les menus des rédactions. L'année dernière, 2024, on a eu différentes sorties de l'autorité administrative qui n'a cessé de taper sur les doigts des médias, tantôt les épinglant, disant qu'ils donnent trop peut-être la parole aux opposants, qu'il y a une liberté de ton qu'il faudrait contrôler. Est-ce que vous diriez qu'en l'état actuel, les entreprises de presse sont prêtes à couvrir les échéances électorales qui arrivent? Toute gauche, je dirais que les entreprises de presse camerounaises, dans la majorité, ne sont pas prêtes. Pourquoi? Parce que la couverture d'une élection présidentielle ou autre repose sur un certain nombre de piliers. L'impartialité, l'égalité, la légalité, le respect de la vie privée, la neutralité. Or, l'environnement camerounais a biaisé tout dès le départ en décidant que la presse ou alors les médias soient des entreprises. Le principe premier de l'entreprise, c'est la recherche du gain, du bénéfice. Donc, la presse, les médias camerounais souffrent déjà de cette malformation congénitale qui va donc aboutir à ce que nous observons. Les médias ne sont pas lucides parce qu'ils se laissent facilement embarquer dans l'euphorie, soit de leurs partenaires, soit de leurs clients, parce qu'il arrive que dans les médias, on parle effectivement à un moment donné des clients. Les médias ne sont donc pas lucides, mais ce que l'on peut observer, c'est que le dénominateur commun des médias camerounais, c'est le patriotisme pour la plupart. On voit des Camerounais qui aiment leur pays et qui se battent avec les moyens de bord, je préfère appeler ça ici, pour éviter de mettre le feu aux poudres. Tout à l'heure, j'ai vu l'embarras de mon grand frère à parler de la précarité et à englober la précarité. C'est totalement vrai. Parce que lorsqu'on parle de précarité, il ne s'agit pas juste de l'impécuniosité. Il y a d'abord la précarité cognitive, il y a la précarité technique, la précarité logistique, avant la précarité financière qui est la plus répandue. Pour faire simple, pour que le Camerounais lambda puisse comprendre, les journalistes sont frappés de quel type de précarité précisément? Les journalistes au Cameroun sont frappés de toute la précarité. Défaut de matériel adéquat, ça c'est pas à 100%, parce qu'il y a des médias tels que Canal 2, l'a évoqué, Royal FM, qui ont une logistique moderne et optimale. Donc, il y a la précarité de matériel, il y a la précarité de formation, et tout commence à ce niveau-là à partir de la définition même du statut du journaliste. Qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est journaliste assistant, qui est reporter, qui est grand reporter. Les résolutions des États généraux de la communication de 2012 qui sont restées lettres mortes? Restées lettres mortes, mais qui elles aussi ont été biaisées. Je ne vais pas revenir sur le débat qui a cours dans les réseaux sociaux entre le directeur d'une grande école et d'autres tenants du talent comme critère déterminant pour exercer le journalisme. Et il y a le problème dessous. Parce que voyez-vous, lorsqu'un journaliste qui est censé orienter l'opinion, informer, analyser, ouvrir les yeux, être la lumière de la société, n'a pas de sous, il ne paye pas de mine, comment est-ce qu'il va facilement véhiculer le message? On va nous parler des valeurs et des vertus, mais à un moment donné, il est difficile de rester chevaleresque, de rester républicain, de rester sobre, neutre, digne, lorsqu'on n'a pas les moyens. Alors, s'il faut rapidement proposer des solutions, je dirais que l'État camerounais doit comprendre que l'information est un bien public. L'information est une mission de service public. Il faut nécessairement, je dirais même obligatoirement, réguler le secteur, l'assainir, pour que la presse soit en réalité cet instrument de mesure de notre niveau de démocratie. Voilà la présidentielle qui arrive. Bon nombre de médias sont partenaires dans X ou Y institutions, dirigés par X ou Y individus. Vous pensez qu'il sera facile pour un organe de presse X, je parle de la presse écrite, de savoir opérer le distinguo
entre le ministre Y et le membre du comité central qui est sur le terrain. Si vous ne lui accordez pas la part belle dans votre média qui est partenaire de l'institution qu'il dirige, votre contrat de publicité risque fort de prendre un coup. Or, qui doit empêcher cela? C'est l'État. Quel intérêt est-ce que l'État aurait? C'est le CNC qui doit veiller à ce qu'on respecte le temps d'antenne, le temps de parution dans les médias, l'équilibre dans l'information. Mais nous sommes à 1 an de l'élection. Le CNC, l'État, le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale ne s'est pas encore assis pour définir avec les hommes de médias le cadastre qui va encadrer la couverture de la présidentielle. Et ça pose donc un problème. On dirait qu'on est en train de dire à qui mieux. Hervé Tiwa, aujourd'hui, les entreprises de presse ou alors les hommes de médias, journalistes et autres ont trouvé en le web, en le digital, une terre fertile où tout le monde est un peu blogueur, où tout le monde est un peu lanceur d'alerte, où tout le monde est un peu influenceur. Et dans ce trop-plein-là, on a une élection présidentielle qui arrive. On a même déjà des vidéos qui sont sujettes à controverse, où on dit ce sont des montages, c'est l'intelligence artificielle. Dans ce panorama-là, quelle est la lecture de l'enseignant de journalisme dans ce cadre-là? Alors, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que les uns et les autres ont dit avant de répondre à votre question. Alors, je voudrais d'abord dire que dans mes recherches, je m'intéresse à la socio-économie des médias. Et lorsqu'on parle de l'entreprise de presse, on voit une entité de production, de distribution et de commercialisation d'un produit qu'on pourrait ici appeler un produit presse, un bien presse. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas très d'accord avec Jean Patient qui dit que les médias ne sont pas faits pour vendre un produit qui s'appelle produit presse. Bon, moi, je considère l'information comme un produit. À partir du moment où vous considérez l'information comme un produit, vous devez élaborer toutes sortes de stratégies pour vendre ce produit. Et je vais tout de suite appliquer ce qu'on appelle en marketing digital, en marketing classique, les règles de 4 P. Le premier P, c'est le produit. Lorsque vous mettez sur pied justement une entreprise de presse, quelle est la qualité du produit que vous proposez, aux consommateurs? Comment vous éditorialisez votre contenu journalistique? Une fois que vous vous assurez que votre produit est de qualité, parce que si votre produit n'est pas de qualité, il n'est pas attractif et il ne sera pas consommé sur le marché. Alors après, il y a une adéquation qualité-prix. Le deuxième P, c'est donc le prix. Est-ce que le prix de 400 francs, si on prend le cas des journaux papier, est-ce que le contenu, vraiment, le contenu des journaux que nous avons au Cameroun, est-ce que ça vaut 400 francs? On peut vendre, par contre, un journal à 5 000 et les gens achètent. Parce que c'est attractif, parce que c'est bien fait, parce que le contenu est travaillé, parce qu'on a proposé un contenu à forte valeur ajoutée. Et puis, il y a le troisième P, c'est le placement, donc la distribution. Et on est tous d'accord ici que l'industrie de la distribution au Cameroun s'est effondrée complètement et depuis longtemps. Alors, à l'ère du digital, quelles sont les stratégies alternatives de distribution de produits presse? Parce que si vous produisez une information de qualité et que ce produit n'est pas vu sur le marché, alors le produit ne sera pas consommé. Comment est-ce que les médias aujourd'hui vendent leurs produits? Comment? Ils les vendent où et comment? Donc il faut élaborer toute une stratégie de transformation digitale. Et c'est pour ça que je disais que les médias aujourd'hui ont un problème, un réel problème, une déficience managériale sur toute la ligne. Et quand on parlait de déficience managériale, je vois plusieurs variables. Il y a le management de la débrouillardise, il y a même le management ethnique, il y a le management de l'innovation qui est complètement abandonné. Et
quand je parle de l'innovation, du management de l'innovation, il s'agit du management du digital. Les entreprises de presse aujourd'hui n'ont pas encore commencé à transformer digitalement leurs produits ou leur entreprise. Et quand je parle de transformation digitale ici, je ne parle pas de concevoir un visuel et annoncer une émission. Non, c'est plus complexe que ça. Il y a des leviers qu'il faut activer pour pouvoir rendre son produit plus attractif, pour rentabiliser. On parlait de la rentabilité, mais la rentabilité ici n'est pas que financière. On peut envisager la rentabilité du point de vue de la notoriété, du point de vue de la visibilité. Parce que plus tard, lorsque vous êtes visible, finalement, ça conduit justement à la rentabilité financière. Les leviers, justement, puisqu'on je n'ai pas terminé avec les 3 P. Ça, c'était le placement, ouais. le placement, la distribution. Le 4e et dernier P, c'est le P de la promotion. Et c'est donc là où, et c'est de la continuité justement de la transformation digitale. Les entreprises de presse pensent que, comme elles sont des entreprises de communication, il faut produire des journaux et diffuser les unes sur les réseaux sociaux. Il faut produire une émission et distribuer en ligne. Ça ne suffit pas. Il faut élaborer une stratégie de promotion, une stratégie de visibilité de tous les produits presse. Il faut élaborer une stratégie de contenu pour rendre son produit plus visible sur l'espace public numérique. Pourquoi? Parce que dans un contexte de mutation, on parle de l'économie de l'attention. C'est quoi l'économie de l'attention? L'économie de l'attention, c'est que on est dans un contexte où le consommateur est au cœur du management de médias. Alors, si un patron de presse, si un journaliste ne sait pas que le consommateur est au cœur de son activité, aujourd'hui, je pense qu'il produit pour lui. Parce que nous produisons pour des consommateurs. Alors, comment captiver justement l'attention des consommateurs? Il faut placer l'information sur les canaux digitaux. C'est quoi les canaux? Les terminaux digitaux. Android, tablette, etc. Parce que quand on se réveille le matin, le premier outil qu'on touche, c'est le téléphone. C'est ça qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, quand je me réveille le matin, je prends mon téléphone, je dois consommer l'information venant de c'est la République Presse. Je dois consommer l'information venant de mutation, de Le Messager, de La Nouvelle Expression. Et lorsqu'on analyse rapidement la présence digitale de ces entreprises de presse, mutation, Le Messager, surtout Messager, vous voyez que ce sont des sites cadavres. On a créé un site web, on a créé une page, on a complètement abandonné, on ne fait rien. On ne peut pas prospérer. Et c'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas encore prêts pour l'élection présidentielle qui arrive. Je pense que je reviendrai pour d'autres idées. Certainement. Jean Passion Tiala, vous avez été piqué au vif par Hervé Chiwa, qui a peut-être mal compris votre première intervention. Juste pour vous relancer, dans ce tableau sombre qu'on fait de la préparation des rédactions à l'aube des échéances électorales de 2025, pour certains, une piètre culture politique, des lignes éditoriales pas clairement définies, des calendriers électoraux dont les effectifs n'ont pas forcément la maîtrise, s'agissant justement des effectifs qu'on ne maîtrise pas forcément, les budgets qui ne sont pas encore définis en prélude à ce grand moment-là d'attention à la fois nationale et internationale. Il faut dire qu'il n'y a pas que des limites internes aux rédactions, il y a aussi des limites externes, que ce soit au plan administratif ou sécuritaire. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je voudrais peut-être qu'on se comprenne bien. Votre thématique est liée à la présidentielle 2025. Oui. Et je m'appuie sur cette thématique pour essayer de dérouler en disant encore que quand vous créez un média, quel sera le rôle du média pendant l'élection? Ce sera d'influencer, avec une probabilité d'influencer des potentiels électeurs, n'est-ce pas? Les acteurs vont vous solliciter parce qu'ils recherchent les votes des électeurs. Et à travers les médias, ils vont vous utiliser, n'est-ce pas? En vous utilisant, il faut que vous sachiez que votre média, au départ, n'est pas une épicerie. Quand on crée un média, c'est d'abord, avec une ligne éditoriale, il y a quelque chose
qu'on recherche en démocratie, une contribution qu'on a à apporter dans la construction démocratique d'un pays. Mon rôle sera lequel quand je crée cette radio ou cette chaîne de télévision. Oui. C'est donc là où nous échouons. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à maîtriser comment couvrir une élection présidentielle. C'est-à-dire que vous avez dit des lignes éditoriales qui parfois changent en fonction des intérêts. Voilà, il a parlé du journalisme embarqué. Mais oui, on se laisse embarquer parce qu'on veut donner un peu d'argent. C'est là où intervient l'argent, en période électorale. Je ne parle pas des entreprises en tant qu'économie des médias. C'est pas de ça que je parle. C'est pour ça que j'ai insisté en disant que ceux qui créent les médias, qui ne nous demandent plus de les créer parce que pour eux, ça doit leur rapporter de l'argent. Qu'ils sachent que dans la construction de ce pays et de tout pays au monde, le média a une grande responsabilité. Elle est quasi au-delà de l'argent. Est-ce que ce n'est pas une lecture un peu philosophique, puisqu'on a à la tête... Il faut justement de la philosophie aussi pour sortir de tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure. Comprenez? S'il n'y a pas une valeur qui conduit votre façon de mener votre, peut-être la République Presse, si le DP n'a pas d'abord, avant de penser à l'argent, il a dit tout à l'heure, si vous avez une publicité qui vous vient d'un ministère, et que le ministre est membre du comité central d'un parti politique, et qu'il doit soutenir son candidat naturel, et votre pub est là-bas, et vos publications viennent plutôt avant le scrutin ou pendant ou après, encenser ou alors faire l'éloge d'un candidat autre, même si vous créez une rubrique qui va donner la parole à tout type de candidat pour équilibrer, il estimera que vous roulez pour l'opposition. Conséquence, vous n'aurez plus de publicité. C'est ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Voyez un peu. Ça rejoint toujours l'influence. C'est une géopolitique locale avec laquelle il faut compter quand on veut couvrir les élections. Il y a même des gens qui vont chercher à récupérer la République Presse en perspective de cette élection présidentielle. Le DP aujourd'hui peut rester, personne ne le sollicite, mais curieusement, à la veille de l'élection, on va le solliciter pour utiliser son instrument pour influencer l'électorat, pour tenser l'électorat. Vous comprenez? Ça se fait. Même pendant le scrutin, malgré que les textes encadrent justement la couverture électorale, et même après, on continuera pour débriefer l'élection à vouloir vous utiliser. Et c'est l'occasion donc pour eux de tirer leur épingle du jeu, de poser... Oui, pas par rapport à l'argent. C'est là où se trouve toute la petite sorcellerie. Est-ce que pour tirer l'épingle du jeu, c'est qu'il faudra chercher de l'argent? Maintenant, c'est pour rejoindre Hervé. C'est quel type d'argent? Si c'est l'argent qui est encadré, comme il dit, avec une structuration logique, professionnelle, ça c'est autre chose. Mais je vous parle d'un argent qui va voler de toutes parts, qui viendra de partout, qu'il faut être capable de maîtriser, de gérer. Ça n'a rien à voir avec l'économie des médias. Ce sera quelque chose qu'il faudra gérer. Et on gère donc ça comment? Actuellement, pendant et après l'élection. C'est ça que moi je parle. Donc, il y en a donc qui vont même ouvrir, ou alors demander des autorisations de journaux. Pour la saison électorale. Pour la saison électorale. Et disparaîtront après la saison. Parce qu'ils cherchent ce que nous appelons à capter ce que nous appelons chez nous ce gombo qui est là, qui n'a rien à voir avec l'université, avec les théories universitaires. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. Une fois que le constat est fait, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est dangereux. J'ai parlé des menaces. C'est justement dangereux. Mais comment maîtriser ces menaces? Restons dans le média. Vous avez un patron qui est donc militant du parti X et qui est donc favorable au candidat Y. Et vous êtes dans la rédaction, vous voulez faire un travail de professionnel. Exact. Mais le patron vous dit, tous les papiers, je vous dis là-bas, dans votre rédaction, dans votre affaire, là, je ne vais écouter que les papiers dans le sens de soutenir tel ou tel. Ça met à mal le journalisme. Ça met à mal l'éthique et la déontologie. Ça met en difficulté les journalistes, pour ceux qui veulent pratiquer du journalisme, en tout cas. Ça les met largement en difficulté. Et vous avez le patron qui sait qu'il ne vous paye pas de salaire, n'est-ce pas? Et comme il a reçu, je ne sais pas, un petit truc venant de ce candidat-là, ou alors de celui qui milite pour le candidat hégémon, n'est-ce pas? Il vous redistribue des miettes en vous disant que c'est ça, donc vous travaillez comme ça. Ça tue encore le journalisme, n'est-ce pas? Et ça met en danger la société entière. Donc, c'est cet argent immaîtrisé, incontrôlé, incontrôlable, qui pourrait poser problème. Mais je pense que nous avons, et je suis d'accord avec le DP, des problèmes de logistique. S'il faut couvrir la présidentielle, on la couvre comment? L'action sous information, c'est un gros problème. Ce jour-là, déjà, l'administration dont vous parlez est souvent hermétique.
pour accéder à l'information, c'est pas facile. L'élection de Cameroun donnera quelques conférences de presse ça et là de temps à autre, chaque soir par exemple. Mais nous sommes interdits par exemple de donner des tendances. Ça c'est un système à la camerounaise qui est peut-être aussi visible ailleurs, parce que c'est pas une invention camerounaise, mais qui peut aussi poser problème. Le journaliste, sous d'autres cieux, par exemple aux États-Unis, sa responsabilité c'est de rendre compte au peuple. C'est-à-dire son travail c'est de rendre compte au peuple. Les élections, quand elles finissent, c'est le journaliste qui dit que dans tel bureau de vote, il y a eu tel. C'est différent d'ici. C'est différent d'ici. Donc c'est un construit, d'abord lié à la mentalité, lié à un système politique, lié à un système de gouvernance, lié à une façon, un way of life camerounais qui n'a rien à voir avec les autres. Donc nos réalités, on doit pouvoir s'adapter, mais nous devons trouver des solutions pour que ça ne tue pas le journalisme et que ça ne tue pas le journaliste. Et quelle est la plateforme sur laquelle la corporation, par exemple, peut exiger d'avoir de meilleures conditions de travail, si ce n'est en période normale, du moins en période électorale? Comment est-ce que ce dialogue-là, on l'instaure lorsqu'on connaît la frénésie et même le désordre qui règne dans la corporation, où on peine à parler d'une même voix? Ça commence d'abord par ce type d'émission où on peut dire que ces personnalités nous regardent et nous écoutent. Il y a les syndicats également qui doivent jouer un rôle important. Le SNJC, dont je suis le président à la région du centre, nous travaillons dessus. Nous travaillons dessus. Il faut que les syndicats prennent les responsabilités. Mais c'est pour ça que je tiens ces discours, pour dire aux patrons de presse aussi qu'eux aussi doivent être formés. Et il n'y a pas que les journalistes qu'on doit former. Même les patrons de presse doivent être formés à la couverture électorale, au-delà de leurs enjeux. Ces opérateurs économiques, on leur refuserait pas d'aller prendre, je sais pas, l'argent où, mais quand même, nous, on veut sauver la profession. On veut protéger la profession. Une élection ne doit pas tuer la profession. Et en même temps, nous ne devons pas aussi tuer le pays. Parce que le revers de la médaille, c'est que nous devenons des serial killers du Cameroun, nous, journalistes, parce que nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas les moyens. Il a dit, un journaliste qui a faim, est-ce que c'est normal? Le journaliste ne doit pas avoir faim. Le journaliste ne doit pas avoir faim. Si vous voulez une démocratie qui est sérieuse, messieurs du gouvernement, faites l'effort que les journalistes n'aient pas faim. Ça ne veut pas dire que vous donnez l'argent à la presse. Non, créez un cadre viable pour la presse camerounaise. Le CNC, quel est son rôle? C'est uniquement de sanctionner les journalistes. Quel est le rôle qu'il joue, au fond, pour nous encadrer, pour encadrer la presse? Nous, au syndicat, on a même pensé que les pairs, donc nous, on devrait quand même être capable aussi de se mettre ensemble pour trouver des solutions, de parler d'une même voix. Mais on n'arrive pas. Parce que depuis les années 90, vous vous rappelez que la presse a été implosée par le politique. Infiltrée par le politique. Et tout type d'acteur est venu s'inviter à la table du journalisme. Hervé Tiwa souhaitait réagir peut-être sur la question de la qualité. Non, je voulais aller dans son sens pour dire que quand on parle de la précarité, il faut qu'on tombe d'accord qu'il y a au moins 3 acteurs qui construisent et qui reproduisent la précarité dans les médias. Il y a d'abord les patrons de presse, c'est indiscutable. Et puis il y a des journalistes eux-mêmes qui acceptent des conditions de travail précaires, qui refusent de se syndiquer, qui sont incapables justement de revendiquer leurs propres conditions de travail. Et puis la conséquence, c'est quoi? Comment ils vivent? Je ne vous coupe pas, je vous permets, je ne vous coupe pas autant pour moi. Il n'évolue pas en autarcie, il s'agit d'un système global. Comment refuser un emploi à 50 000 francs par exemple, lorsque dans l'environnement global, on peine à trouver simplement un gagne-pain? Ça veut dire que le journaliste ne se valorise pas. Si vous êtes formé et que vous êtes brillant, vous ne pouvez pas manquer du travail. Il y en a 10 derrière qui lorgnent votre... Non, je vais vous répondre tout à l'heure quand je vais parler du digital, parce que j'ai prévu parler du journalisme entrepreneurial à l'ère du digital. J'en viens. Le troisième constructeur de la précarité au Cameroun, c'est des politiques publiques, c'est l'État. Et je dois dire ici qu'il y a des politiques publiques affirmées de développement de la presse au Cameroun. Il y a l'arsenal juridique, il y a le Conseil national de la communication, il y a même le ministère de la communication. Le ministère de la communication a toute une direction de développement de la presse privée. Ça, c'est la volonté politique. Mais est-ce que l'action politique suit cette volonté? On a parlé tout à l'heure des états généraux de la communication de 2012, mais on a énuméré une batterie de mesures pour améliorer justement le secteur, mais plus de 12 ans plus tard, aucune
action n'a été menée. Donc, retour à la case départ. Et puis, vous avez les accords de Florence qui n'ont jamais été respectés par des médias, par des patrons, par l'État, pardon. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, les patrons, les journalistes et l'État construisent la précarité. De toutes les façons, c'est la thèse que je défends. Maintenant, dans ce contexte de précarité, comment le journaliste capitalise sa fonction de journaliste pour créer une différence sur le terrain? Alors, les journalistes paresseux, des journalistes qui ont une formation quelconque, qui n'ont pas un plan de développement de leur carrière, s'alimentent à travers des opérateurs politiques, à travers des opérateurs économiques. C'est pour ça que vous allez voir un matin 20 journaux avec un même titre. Avec ce travail, avec ce type de travail, on ne peut pas dire qu'on est prêt pour couvrir une élection présidentielle. Mais à côté de ce type de journalistes, crasse, permettez-moi l'expression, il y a des journalistes qui veulent construire justement leur carrière. Et l'action principale de ces journalistes, ce n'est pas la recherche de l'argent, dont parlait Jean Patient tout à l'heure. Ils veulent proposer des contenus à valeur ajoutée. Et là, moi je voudrais dire, on n'est pas obligé, lorsqu'on a un patron de presse aujourd'hui qui a une connotation politique assez affirmée, assez prononcée, et qui impose justement sa logique, son idéologie politique au sein de la rédaction, vous pouvez, quand vous ne supportez pas, il y a des productions alternatives. C'est-à-dire que vous pouvez, à travers les plateformes digitales, vous pouvez avoir, à travers vos blogs, diffuser le contenu. Et ici, et je voulais parler donc du digital, Jean Patient et tous les journalistes ont abandonné un secteur qui s'appelle les lanceurs d'alerte. On n'a pas de lanceurs d'alerte au Cameroun, on a des lanceurs de ragots. Oui, tout à fait. Et justement, il faut que des journalistes travaillent à occuper cette place. Parce que la différence entre les lanceurs de ragots et des lanceurs d'alerte, c'est que les journalistes, ils donnent de l'information, ils produisent de l'information parce que ce sont des professionnels de l'information. Alors les lanceurs de ragots sont des constructeurs, sont des manipulateurs, ce sont des mésinformateurs, ce sont des désinformateurs. Parce qu'ils passent tout le temps justement à manipuler l'information pour faire du mal. Vous voyez, le dernier cas en date, c'est la manipulation de la une de Cameroun Tribune. Et à l'aide de l'intelligence artificielle, vous avez posé la question tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire que 99% des journalistes ont besoin de se faire former à l'outil d'intelligence artificielle. Heureusement, nous, à travers notre laboratoire Media Lab, nous avons formé 80, en partenariat avec le CNC. Tout à l'heure, on a dit que fait le CNC. Non, je pense que le CNC, quand même, en acceptant de nous accompagner dans ce projet. Quand même. Oui, en acceptant de nous accompagner dans ce projet de formation. Quand même. De formation, Jean Patient. C'est de formation. Parce que, ayant écouté le président du Conseil national de la communication à l'occasion du lancement de ces activités, il a justement envie en 2025 de former une masse nombreuse de journalistes pour justement les parer à la couverture de l'élection présidentielle. Quels sont les critères de sélection? Comment est-ce qu'ils sont choisis? Parce que l'information n'est pas parvenue. Non, il y a un lien qui est public. Il y a eu au moins 300 personnes qui se sont manifestées. On a recruté, on a sélectionné 80 personnes tout simplement parce que l'espace qui nous accueille ne pouvait pas contenir plus que cela. Mais ce n'était pas la seule action. Nous avons un projet de formation de 1000 journalistes en 2025, avant l'élection présidentielle. 1000 journalistes sur les dangers de la désinformation à l'aide de l'intelligence artificielle. Et là, ils ont des outils qui leur permettent concrètement d'analyser une image, de voir si elle a été manipulée. Justement, c'est pour ça que je dis que 99% des journalistes ont besoin de cette formation. Parce qu'avec une petite enquête que nous sommes en train de mener au sein des rédactions, on s'est rendu compte que beaucoup de journalistes utilisent l'intelligence artificielle en cachette. En cachette. Or, on n'a pas besoin de se cacher pour utiliser cela, on a besoin de se former. Il y a des journalistes, parce que si on ne fait pas attention, pendant l'élection présidentielle ou même après, on va nous servir des hallucinations en disant que ce sont des articles de presse. Il faut faire attention. L'intelligence artificielle ne joue pas, ne pratique pas le journalisme à la place du journaliste qui a été formé. L'outil
comme tous les autres outils, accompagne le journaliste dans le processus de production de l'information. Je vous prends des exemples. Vous êtes journaliste, vous allez sur le terrain, vous enregistrez quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, vous rentrez à la rédaction, à l'aide des réseaux sociaux, l'information va très vite. Alors, vous utilisez un outil d'intelligence artificielle pour avoir rapidement votre script et de produire votre article. Vous pouvez également, lorsque vous analysez les politiques publiques, par exemple de l'éducation, vous avez un document qui s'appelle la SND 30. C'est un gros volume. Vous n'avez pas assez de temps pour lire et prendre des notes. Il y a les outils d'IA qui vous permettent de synthétiser le document en 30 secondes. Et c'est le moment de se former à ces nouvelles... Justement, et il y a une panoplie d'outils et comment les utiliser. Les journalistes vraiment doivent se faire former. Comme vous demandiez les conditions, parce que certains journalistes n'ont pas vu l'information passer, nous avons une deuxième session en février, notamment le 20 et le 21 février. Le lien d'inscription va être disponible. L'inscription, ce sera 10 000 et la suite, ce sera gratuit. Reste à savoir si 50% des journalistes ont ces 10 000 francs-là pour se faire inscrire. Timothée Abena, on a dressé un peu un panorama, certes triste, à l'approche de la présidentielle qui arrive, où le journaliste est quasiment étranglé entre les exigences de l'entreprise qu'il emploie et les exigences d'éthique et de déontologie auxquelles il voudrait bien répondre. Hervé Tiwa semblait dire que face à un patron qui vous dit je ne veux pas de telle information dans mon média, vous pouvez tricher en allant peut-être sur le digital, sauf que aujourd'hui dans les contrats, il y a des clauses qui vous soumettent un certain nombre, il y a une éthique qu'il faut respecter en entreprise et qui vous interdisent de prendre la parole, du moins sur ces plateformes-là. On en parlera. Timothée Abena, la question de la qualité de l'information à une période où les médias sont censés être considérés comme des indicateurs de démocratie. On a parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que l'État, les pouvoirs publics ont intérêt à ce que les médias constituent véritablement le 4e pouvoir? Merci pour cette question, Janice. Je reste très circonspect devant l'angélisme très charmeur, très flatteur de mon enseignant de journalisme. Mais je comprends pourquoi peu de journalistes formés, diplômés, deviennent des patrons de presse et pourquoi la plupart des journalistes chevronnés parfois qui sont lancés dans l'entreprise de presse ont fait long feu. Parce que, voyez-vous, ils dressent un tableau tellement idéaliste de la pratique du journalisme. Et là, moi, j'ai envie d'emprunter au vocabulaire militaire qui dit que c'est le terrain qui commande, qui impose la manœuvre. Parce que il y a une différence entre ce qui devrait être et ce qui est. Nous sommes où? Nous sommes au Cameroun. On forme les journalistes dans les institutions publiques, on les forme dans les IPES. Combien de journalistes sortent des institutions de formation du Cameroun chaque année? On ne peut pas dénombrer. Alors vous allez dire à tous ces enfants sortis des écoles de se débrouiller tout seuls? Non. Et j'aime souvent établir ce distinguo sur le terrain entre les directeurs de publication, sans leur faire offense, entre les directeurs de publication nommés et les directeurs de publication entrepreneurs. Parce que aucun directeur de publication nommé ne demande à son boss où est-ce que vous prenez l'argent pour lancer l'entreprise. Mais c'est lorsque vous vous lancez par vous-même, sous fonds propres, pour construire quelque chose, que vous comprenez effectivement la difficulté qu'il y a sur le terrain. Il a dit tout à l'heure, les directeurs de publication seront sollicités. Ils ne seront pas que sollicités, ils attendent d'être sollicités. Et j'en fais partie. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai besoin d'être sollicité parce qu'après 2025, il y aura 6 ans de disette. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas régulé. Justement, c'est la question qui allait suivre. On a parlé tout à l'heure de la publicité. Comment est-ce que la publicité est gérée au Cameroun? Il n'y a pas un système de péréquation
qui vous permet d'obtenir la publicité au prorata de vos efforts. Il a parlé tout à l'heure du contenu, de votre périodicité, de votre audimat, de votre aura. La publicité est confisquée par des réseaux, parfois mafieux, parfois obscurs. Vous verrez les mêmes directeurs, les mêmes journaux, avoir les mêmes publicités, avoir les mêmes bandeaux. Et personne ne vous montre même la porte par laquelle il faut passer. Et peu importe la qualité de l'information qui est servie. Peu importe la qualité de l'information qui est servie. Pourquoi l'État laisse que cela se fasse? Pourquoi l'État n'impose pas, comme il a décidé de faire avec le football, aux promoteurs de médias de déposer une caution, par exemple, qui garantisse au moins les salaires sur 1 an ou 2 de peut-être un quota de 5 journalistes, parce que des journalistes qui ont l'assurance de leur salaire seront facilement plus à même de dire non à certaines dérives. Sauf que nous parlons d'un journaliste indicateur d'un journalisme indicateur de démocratie au Cameroun. Non, le Cameroun ne veut pas pour l'instant d'un journalisme indicateur de démocratie. D'ailleurs, le chef de l'État dit souvent que nous sommes un pays en voie de démocratisation. Donc, on ne peut pas qualifier l'action en mouvement d'un pays aux actions déjà posées. Donc, pour vous, les élections qui arrivent sont une occasion idoine de se faire de l'argent parce qu'après, il y aura 6 ans de disette. En 2018, j'ai couvert la présidentielle en tant que reporter. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, comment j'ai vu les promoteurs de presse se comporter, m'a fait comprendre qu'en 2025, si vous loupez le coche, c'est tant pis pour vous. Vous êtes largué. Vous êtes largué. Maintenant, il y a un moyen d'éviter la dérive, d'éviter la désinformation. Et j'aime souvent aller dire, le journalisme, c'est beaucoup de choses. Mais c'est une seule chose, une seule obligation. C'est l'obligation de vérité. On ne va pas faire un procès à une rédaction parce qu'elle a accordé plus de temps d'audience à M. X, à M. Y. Tant que ce que les journalistes ont produit reflète la réalité du terrain, reflète la vérité. Lorsque vous êtes fidèle à la vérité, vous vous en sortez j'ai au moins avec 13 suivants. Ça, c'est votre astuce pour allier qualité et chiffres. Pour allier qualité et chiffres, il faut juste rester accroché à la vérité et assumer ses positions. Rien ne vous oblige à aller au meeting du parti X. D'un parti X, alors que vous savez que vous allez faire le chiffre grâce au meeting du parti Y. Mais s'il y a eu 10 militants, dites que c'était 10 militants. Ne dites pas qu'il y avait 100 militants. Et si vous avez eu les informations de ce qui se passe en face et qu'il y avait 1000 militants, ne dites pas qu'il y en avait 2. Les faits sont têtus. Les faits sont sacrés. Voilà. Jean-Passion Tchala, il ne nous reste plus que quelques minutes avant la fin du programme. Oui, le temps passe vite. Les faits sont sacrés. On va justement terminer sur cette note-là, puisqu'il y a une vérité, un fait qui est sacré, c'est que la période électorale, que ce soit avant, pendant ou après, sont des périodes fortes, des périodes pour les entreprises, voilà, pour les entreprises presque de se positionner, que ce soit économiquement ou socialement ou voilà, de différents aspects. Comment allier donc la qualité de l'information et écoutez, c'est la triste réalité. Ouais. Je suis d'accord avec le DP. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas se noyer dans des rêves, des utopies qui n'ont pas de sens. La réalité camerounaise, elle est camerounaise. Et il faut la décortiquer, il faut la présenter telle qu'elle, comme il a fait. Je loue son courage de dire que moi j'attends que... Parce qu'en réalité, si on regarde les préceptes et concepts journalistiques, vous allez vous rendre compte qu'on dira que non, mais non. Ce qu'il dit là, ce n'est pas du journalisme. Oui, oui. Non, non. Mais il est dans un contexte précis, qui est le contexte on vous dira qu'il faut tourner le dos qui n'est pas le contexte des autres. Prenons un contexte ailleurs. Il est patron, il n'est pas journaliste. Attendez. Il ne doit pas avoir les mêmes préoccupations que le journaliste. Attendez. En tant que patron, il doit chercher à rentabiliser son journaliste. Allons-y, Jean-Passion. Moi, je le connais journaliste, si vous le connaissez autrement. Non, il est patron, il est député. Moi, je le connais journaliste. Je le connais d'abord journaliste. Avant d'être oui, je le connais. Il y a des DP qui ne sont pas journalistes. Oui. Mais lui, il est journaliste, je le connais, journaliste. Je prends des contextes ailleurs. Il y a des pays où c'est la population qui finance le média, à travers des fundraising. Chaque mois, on dépose l'argent. Je peux déposer mon téléphone, si je ne l'utilise plus, on le convertit en argent pour garantir leur indépendance. C'est le contexte là-bas. Le contexte camerounais, au-delà de Mediapart, il y en a pléthore, je peux citer NPR, il y a plein comme ça, qui ne vivent que de ce que le peuple apporte.
On ne peut pas instaurer ça ici. Il y a même des abonnés en radio, ailleurs, là-bas. Des abonnés en radio qui peuvent te verser soit 20 € chaque mois ou 26 $ chaque mois. Ils sont abonnés. Et en retour, vous leur demandez qu'est-ce que vous souhaitez écouter à la radio. Ils font le travail. Et ça nourrit les journalistes. Ça permet que... Le problème, il est mondial. Hein. Le problème de la précarité de la presse. Le problème de la disparition de la presse également, il est mondial. Hein. Le Philadelphia Inquirer passe de plus de 2000 employés à 700 en 2024. Ça diminue au fil des ans. Le nombre de tirages. Et le tirage aussi diminue. Non, je parle du nombre de journalistes utilisés sur tout le territoire américain. Donc là, c'est qu'il dit, oui, le digital, oui. Mais un journaliste qui a faim, vous lui parlez de digital. Je vous explique donc vous voyez, c'est mon temps de parole. Permettez, un journaliste qui a faim, avoir la dernière. il faut donc trouver l'astuce pour lui parler de l'IA. Hein, et qu'il accepte d'aller se former. Janice a dit, êtes-vous sûr que tous ont 10 000 pour vous donner? Même s'ils ont les 10 000 francs, et ils ont la bonne volonté, est-ce qu'ils sont prêts à donner pour cette formation? Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne doivent pas aller à la formation. Le même montant, ils doivent aller à la formation. C'est le même montant qui je suis d'accord avec les journalistes. Ils doivent se former. Mais la difficulté, elle est là. Elle est là, la difficulté. Voyez un peu. Et ça se joue également au niveau des mentalités. Il faut déconstruire une façon de voir et de penser. Et c'est là la responsabilité, par exemple, du CNC. Vous parlez de publicité. En France, rapidement. l'ARCOM régule la publicité. Le CNC ici ne régule pas. Il y a une commission là-bas, Milcom, Conseil national de la publicité. Je ne sais pas quoi, qui fait de temps en temps se réunit, fait une photo de famille et ils disent qu'ils se sont réunis. Et on ne voit rien. C'est ça, la régulation, elle est où? L'ARCOM régule en France. Et tous les médias ont la pub. Le CNC, je félicite déjà le président qui est là parce que lui au moins il fait un travail excellent. On a des formations qui sont organisées à travers le territoire. Non, c'est pas seulement les formations. Et puis, c'est pas uniquement Yaoundé. Les gars, Hervé Tiwa, est-ce qu'ils pensent aussi à décentraliser? Hervé Tiwa, on va sortir par là. Aujourd'hui, comment réussir à se positionner dans l'échiquier de la préparation ou de la couverture des élections au Cameroun? On a eu 1000 fois, on parlait de l'écueil de l'accès à l'information. Le ministre de la Communication a maintes fois annoncé la création de l'agence de presse. Le Cameroun, voilà, avance à volo. Comment ça se passe? Est-ce que lorsqu'on est formé, par exemple, dans votre laboratoire, on peut facilement se faire de l'argent? Comment tirer derrière l'animation? Lorsqu'on est issu de bonne famille, d'une page web des sous. Je voudrais rassurer les uns et les autres ici que moi, je suis journaliste de formation et j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Oui. Jean Patient, le mot de la fin. Ne peut pas le dire. Donc, c'est pour lui dire que quand je pose des problèmes, je connais les problèmes du terrain. Oui. Je connais également des solutions. Je travaille à l'université sur la précarité parce que j'ai été victime de la précarité. Et mon challenge aujourd'hui, c'est le bien-être des journalistes. Et dans le segment du digital, je peux vous rassurer que ça peut nourrir son homme à condition qu'on soit formé. Il n'y a plus assez de temps pour développer. Il faut se former. Est-ce que les journalistes actuellement... Il faut avoir le capital. Écoutez, est-ce que les journalistes... Je pensais que c'est gratuit. Les chefs d'entreprise... Écoutez. Qu'est-ce qu'ils gagnent à faire former leur personnel pour... Écoutez, la première session était complètement gratuite. Oui. Ah, voilà, très bien. La seconde peut être complètement gratuit si nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Et le projet de formation de 1000 journalistes, c'est à travers les 10 régions du pays. Nous ne pouvons pas faire, nous en tant que laboratoire, seulement nous n'avons pas les moyens pour le faire, mais nous, si nous avons des gens qui nous accompagnent, le Conseil national de la communication et les autres partenaires, Different Now, nous pouvons le faire. Et rassurez-vous, si nous avons un accompagnement, nous allons former plus de 2000 journalistes avant l'élection présidentielle gratuitement. Et je peux vous dire, et je ne quitterai pas ici sans dire que on peut, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes pris individuellement, ils peuvent rentabiliser leur production journalistique en ligne. C'est possible, on aura peut-être le temps de dérouler encore plus. Merci pour ces éclaircies. Merci à vous d'être passés. Malheureusement, nous sommes parvenus au terme du temps qui nous est imparti. Merci à Jean Passion Tchala, Hervé Tiwa, Timothée Abena. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes de Canal 2 International se poursuivent avec le journal télévisé Prime Time le 19h50. Quant à nous, on se retrouve demain avec une autre thématique. Bonsoir.